Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et bien oui, aujourd'hui nous allons voir la deuxième partie de l'entretien que j'ai eu avec Jean-Marie Minguez. Donc aujourd'hui la deuxième partie va parler exclusivement de son travail sur Rapid City, sur Nidavellir, sur Thingvellir et également sur ses techniques de travail. Voilà, et je vous retrouve juste après pour vous faire un petit coucou. À tout de suite, profitez bien. Voici Jean-Marie Minguez sur Tu joues ou quoi, c'est parti. Donc en 2019, à la suite, enfin juste après tout ça, hein, tu as travaillé avec Serge Boulle, non, c'est Frédéric Boulle, pardon, Ouais. j'étais resté sur Serge Lager, pour Rapid City, Ouais. qui est un jeu de cow-boy. C'est ça, c'est un jeu de cow-boy. Un jeu de cartes. Tout à fait, c'est un jeu de cartes et de rapidité et d'observation. Voilà. Et alors ce qui est rigolo avec Rapid City, c'est que c'est un jeu 100% rouennais. Ah oui, Ou presque. Parce que Frédéric Boulle, donc il est rouennais. d'accord. Et donc l'éditeur, il est basé à Clermont. Et donc du coup, bah, c'est un jeu qui est local, quoi. Hein. Et c'est le premier jeu de Fred Boulle. C'est son tout premier jeu. Et donc c'est pareil, c'est lui qui m'a proposé à Fred Bizet. Je les connaissais, on avait déjà, il y avait à Rouen, il y a quand même pas mal de, le secteur du jeu est assez développé et il y a quand même pas mal d'auteurs ou aspirants auteurs. Et du coup, bah forcément ça génère des ça rencontres. génère des rencontres, ouais. tout à fait. Ouais. Donc c'est Fred Boulle qui m'a dit, bah, j'aimerais bien que, si tu es d'accord, que tu lises ton jeu. Et du coup, bah, on a parlé avec Fred, l'éditeur. Oui, parce qu'il s'appelle Frédéric et Frédéric. et voilà, et du coup, on a travaillé ensemble, ça s'est très bien passé. Et du coup, le jeu est sorti en octobre. Ouais, 2019. Ouais, c'est ça. Ouais. Et simultanément, en fait, j'imagine que tu travaillais déjà, parce que ça a dû te prendre un petit peu de temps, pour ta deuxième collaboration avec Serge. Ouais. Pour le coup, je me Tout à trompe fait. pas, Serge Lager, sur eh bien, voilà, le titre sûrement le plus plébiscité, je pense, cette année par tous les joueurs. C'est un pur chef-d'œuvre au niveau... bah oui, non, mais il faut le dire, hein, c'est un chef-d'œuvre au niveau de la mécanique, au niveau du jeu en tant que tel, et c'est également un chef-d'œuvre au niveau des illustrations, hein, tout simplement. La boîte, elle est magnifique, les cartes sont à tomber. Enfin, tout est beau, tout est super. Non, mais c'est vraiment. Merci beaucoup. La typo, elle est super. Enfin, tout est très bien. Le package. Alors, peut-être un petit insert, ça aurait été pas mal parce que tout est un petit peu en vrac dans la boîte. Ouais, c'est vrai. Alors, Mais bon, après, coup, c'est des coûts qui sont supplémentaires et le Ouais. jeu reste accessible à Oui. 35 €, je crois, de Ouais, mémoire. complètement. Et ça, c'est une très très bonne chose. Et le fait qu'il n'y ait pas d'insert, du coup, on peut mettre la boîte de l'extension entière dans la boîte Ouais. du jeu de base. C'est vrai, Voilà. elle rentre. Donc du coup, ça a quand même Ouais. un avantage. Mais Donc, oui, Nidavellir, tout à fait. alors voilà, donc Alors, si tu peux nous parler un petit peu de ce chef-d'œuvre. Alors effectivement, j'ai travaillé en même temps, quasiment en même temps sur Rapid City et sur Nidavellir. Donc c'était juin-juillet 2019. Donc j'ai travaillé en juin sur Rapid City et juillet et un peu août sur Nidavellir. Et donc là, bah, c'est pareil, c'est Serge Lager qui a parlé de moi à l'équipe Gru Games, Ouais. Florent Céline. et Céline. Ouais. Et du coup, ils sont venus vers moi, ils m'ont dit voilà, on voudrait ça. Est-ce que tu peux le faire? C'est combien? Enfin bref, voilà, on s'est mis d'accord sur les termes rébarbatifs des contrats. Ouais, les termes qui font vivre en même temps. Ouais, voilà. Et du coup, j'ai fait des essais. Alors là, c'est pareil, tu vois, pour le coup, le brief était clair. Ouais. Et moi, il a fallu que j'adapte, en fait. Le brief, en gros, c'était on veut des illustrations en noir et blanc. D'accord. Avec un côté un peu jeté, un peu cracra, un peu pas trop propre, pas trop lisse, quoi. Et du coup, j'ai dit, bah, dans ce cas, je vais essayer de faire de l'aquarelle. Ouais. Parce que jusqu'à maintenant, sur mes jeux, alors, à part sur Jack Pocket, où il y avait vraiment une partie dessinée sur papier, tous les autres jeux ont tous été illustrés en numérique. D'accord. Comme, Sur tablette, comme 90% des jeux de société qui sortent aujourd'hui. Mm. Et du coup, donc je fais un premier essai.
Et sur ce premier essai, en fait, j'ai vraiment dessiné comme si je faisais de la bande dessinée. Donc vraiment, j'ai fait un dessin, j'ai fait un ancrage. Donc l'ancrage, c'est vraiment ce qu'on appelle le cerné au noir, le trait au noir. Et après, j'ai dessiné, j'ai fait les effets de volume et de lumière à l'aquarelle. Et on m'a dit, donc Florian, qui est un peu le chef de projet, m'a dit, c'est bien, mais en fait, il faudrait enlever le côté BD pour ne garder que le côté vraiment illustration. D'accord. Et là, je fais OK. Alors, du coup, ça m'a obligé à me remettre un peu en question. Parce que quand j'ai plus le trait, comme je viens de la bande dessinée à la base, quand j'ai plus le trait, je suis un peu perdu. Quoi. Le trait, chez moi, a tendance à cadrer, à poser le dessin. Et après, je viens le renforcer à la couleur et au volume et à la lumière par soit de l'aquarelle, soit des couleurs, quelle que soit la technique, mais la couleur vient en soutien. Et là, il fallait que ce soit la couleur qui donne la forme. Donc pour moi, c'était une nouvelle manière, un peu ce qu'on fait en peinture finalement. Et pour moi, c'était une nouvelle manière de travailler et j'étais pas très à l'aise au début. Et donc j'ai fait un premier essai qui était complètement foiré, mais alors vraiment. Tu l'as pas conservé, non? Si, je dois l'avoir là-haut. C'est intéressant de le voir. Non, c'est pas bien. Et du coup, donc, mais c'était je me suis moi-même mis je pourrais expliquer un peu plus longuement comment je travaille, mais en gros, je m'étais mis moi-même des contraintes inutiles, en fait. Et du coup, j'ai appris de mes erreurs. Donc, le deuxième essai a été validé. Et donc, c'est devenu la carte forgeron dans le jeu. C'est-à-dire que l'essai a été gardé dans le jeu. Finkvellir vient de sortir. Ouais. Est-ce que Finkvellir était déjà dans le tiroir au moment où tu travaillais sur Nidavellir? Est-ce que c'était, on va dire, une extension qui était déjà prévue et sur laquelle tu avais travaillé? Ou est-ce que c'est une commande qui est venue après? Est-ce que... comment ça s'est passé Est-ce qu'il y a d'autres... D'ailleurs, on verra peut-être tout à l'heure une question. Je m'en souvienne. Je crois pas que l'extension était vraiment déjà prévue telle qu'elle est aujourd'hui. Ouais. Je pense que mécaniquement, Serge savait qu'il pouvait rajouter des choses pour faire évoluer le jeu. Mais de là à ce que... j'ai pas souvenir que la mécanique était déjà aboutie comme ça. Quoi. Ouais. Sur le fait qu'on rajoute finalement un quatrième lieu de recrutement. Donc j'ai tendance à dire que non, c'est venu plus tard. En tout cas, à mon niveau. À mon niveau, et du coup, j'ai travaillé dessus l'été 2020, quoi. D'accord. En juillet, Ah oui, c'est tout frais, en fait. Ouais. Parce que ça, c'était justement l'enchaînement de questions par rapport à Nidavellir. Tu parlais de juillet et début août de 2019. Oui, 2019 pour le travail de Nidavellir. Et en fait, ouais. Ça me paraît très court en fait en termes de temps pour créer tout cet univers, parce que ça va quand même de la boîte, les cartes, les illustrations qui sont dans la règle du jeu, les éventuelles illustrations qui pourraient être en plus pour la promotion du jeu, je sais pas, il y a peut-être des choses... Alors, il se trouve que je n'ai produit aucun matériel supplémentaire pour le jeu. En fait. Donc, la promo, les illustrations qui sont dans la boîte, ce sont les illustrations du jeu. Ouais. Toute la promo, tout le travail de promo a été fait avec le matériel. Donc je n'ai produit aucune autre illustration que ce qui est... Enfin, tout ce que j'ai fait, à part les essais ratés, tout est dans le jeu en fait. D'accord, parce que les délais me paraissent en fait très très courts, quoi. Parce que c'est quand même j'imagine que c'est un boulot de dingue. Et ensuite, il y a quand même toute la phase de validation, la phase de production. Ouais. Et en fait, le jeu, il est sorti quasi derrière, quoi. Alors en fait, le jeu, donc Nidavellir est sorti le 10 janvier 2020. Ouais. Ça, c'est son arrivée dans les boutiques, quoi. Voilà. Donc, avant, et en fait, le truc, c'est que c'est difficile de se dire, on va sortir une extension sans savoir si le jeu de base marche, en fait. Bien sûr. Et puis, il y a quand même eu le confinement, le Covid, machin. Le jeu a très bien marché très vite. Il a été très vite en rupture. Au bout d'un mois et demi, il n'y avait plus de boîte. C'est tombé pile pendant le confinement. Et du coup, comme le jeu a marché, du coup, il y a eu l'envie de lancer très rapidement l'extension.
Et à partir de là, bah, le planning, le rétro-planning, on se dit, bon, ok, on veut qu'il sorte avant Noël. Donc, production, mise en page, illustration, mécanique. Tu vois, donc, en termes de rétro-planning, c'est assez simple. Hein. Et du coup, bah, il a fallu que je travaille dessus sur le mois de juillet. Juin-juillet. Après, sur l'extension, il y a quand même beaucoup moins de Oui, il y a moins de matériel. Puis on reste sur la même charte graphique. Enfin, c'est la même chose. Donc déjà, il n'y avait rien à entre guillemets réinventer. Ouais. Si ce n'est peut-être la représentation des artefacts et encore. Donc c'est vraiment. Là, il y avait vraiment qu'une phase de production, tu vois, de création d'images pure. Il n'y avait pas de recherche vraiment complexe, en fait. Du coup, ça a été assez rapide. Et ce qui donc a permis effectivement à l'extension de sortir juste avant Noël. Très rapidement, Mais donc en termes de quantité de travail, c'était beaucoup plus léger. D'ailleurs, la boîte est vraiment sympa aussi. Elle est juste ici. Voilà ce nain sur cette espèce de sanglier. C'est très rigolo. Et donc Nid d'Avenir est sorti également dans différents pays. Hein, tu me parlais tout à l'heure avec des boîtes, donc la même boîte partout, mais avec le nom qui peut changer. Évidemment. Tout à fait. Voilà, c'est une boîte japonaise en fait. Alors ça se voit pas parce que le titre de base c'est le même, mais je vais essayer de montrer en dessous en fait, le nom est traduit en katakana, juste par-dessus les runes en fait. Voilà. Et puis tout l'arrière de la boîte est écrit en japonais. Ici par exemple j'ai une boîte russe. Avec le titre, c'est assez amusant. Voilà, en russe. Ça, c'est un peu des exclus, parce que pour le coup... Mais donc, c'est paru dans pas mal d'autres pays. Hein. Il y a eu effectivement l'Espagne, l'Italie, la Russie, la Corée, le Japon, l'Autriche, l'Australie, l'Allemagne, et ça arrive aux États-Unis, le Canada. C'était parmi les premiers. Et donc ça arrive aux États-Unis, je crois, en mars. Donc ouais, ça marche pas mal à l'international. Ouais. J'ai une question qui m'intéresse, quelque chose qui m'a frappé. Alors moi, je suis pas un grand connaisseur en bande dessinée, etc. Mais j'aime bien la bande dessinée, j'aime beaucoup. Il y a quelque chose qui m'a frappé. J'ai repéré quand même deux styles vraiment différents dans ton travail. Un style très avec des traits très avec des angles aigus, avec des personnages très avec un ton un peu sévère, comme on peut retrouver dans Le Fantôme de l'Opéra ou dans Mr. Jack Pocket, et qu'on retrouve aussi dans Carabosse, par exemple, et un style avec des traits beaucoup plus arrondis, qui donne un aspect beaucoup plus parfois sympathique, voire rigolo au personnage, que l'on a dans ta première bande dessinée, donc le Grimoire de Féerie, que l'on retrouve dans Nid d'Avenir en fait. Est-ce que je trouve qu'on retrouve vraiment, ça m'a frappé de retrouver, et dans Rapid City aussi également, parce que j'ai pas le jeu mais j'ai regardé des illustrations et de mémoire on retrouve des visages quand même très arrondis comme ça. Et voilà, c'est deux types d'illustrations. On pourrait croire que c'est deux dessinateurs différents. D'accord, à ce point-là. Ouais, mais et en fait, je voulais savoir si tu en étais conscient et si c'est quelque chose que tu... alors, a priori, non. Réaction, mais... Non, enfin, si, je suis conscient que j'arrive à adapter mon style. Enfin, j'ai pas plusieurs styles. Les personnes qui suivent mon travail depuis très longtemps, même si je joue un peu avec les lignes, on va dire, arrivent à reconnaître mon dessin tout de suite, en fait. En fait, moi, à la base, je suis venu au dessin par la lecture des comics. Les bandes dessinées américaines, les super-héros, Superman, etc. Plutôt Spider-Man, d'ailleurs, les X-Men que Superman. Et du coup... Donc j'ai appris à dessiner en essayant de faire comme dans les comics. Donc forcément, mon style, on va dire naturel, c'est plutôt ce que j'ai fait sur Carabosse ou sur Exil, ou effectivement sur Le Fantôme de l'Opéra et Jack Pocket.
C'est des personnages réalistes ou semi-réalistes, avec, on va dire, une certaine prestance. Je sais pas si c'est le mot, mais... Ouais, non, mais c'est un peu ça. Alors que je disais le trait un peu sévère, mais c'est... On a un peu là-dedans, c'est-à-dire des traits avec des angles. Ouais, avec, complètement. Et donc je pense que ça vient de ces lectures-là. Et à l'opposé, j'étais aussi... Enfin, bon, j'ai grandi avec le Club Dorothée et les mangas et Dragon Ball et Senseiya et tout ça. Ben voilà, c'est ça. On retrouve plus le côté manga. Exactement. Dans c'est le côté un peu arrondi, voilà ce que je... Ouais, alors du coup, voilà, j'ai aussi grandi à la fois... Enfin, j'ai grandi à la fois avec les comics et à la fois avec les mangas, les animés. Ouais. Et forcément, à un moment, mon style, c'est un peu une convergence de tout ça. Et tu rajoutes par-dessus la troisième influence qui est la bande dessinée franco-belge, mais plutôt moderne, pas trop classique. Je suis pas trop Tintin et Astérix, c'est pas ma culture de base. Je suis venu plus tard à la bande dessinée franco-belge. Et du coup, finalement, je suis un petit peu à la croisée de tout cela. Un petit peu entre deux. Ouais. Et finalement, le style que j'ai eu sur le Grimoire de Féerie, que j'ai pris sur le Grimoire de Féerie, ça a été entre guillemets, un peu opportuniste. À la base, quand j'ai rencontré Jean-Luc Istin, qui dirigeait la collection, qui dirige toujours d'ailleurs la collection Soleil Celtique, en fait, je l'avais rencontré sur un festival dans le sud de la France, à côté de Nice, et il m'avait... en fait, il dirigeait une collection qu'il lançait qui s'appelait Les Contes du Corrigan. Et donc c'est des albums collectifs dans lesquels on raconte des histoires bretonnes, celtiques, en quelques pages. Et du coup, je m'étais dit, ça pourrait être une bonne porte d'entrée pour faire de la BD que de faire une histoire courte. Donc je lui dis, voilà, j'ai commencé à dessiner à ce moment-là des lutins, des fées, des choses comme ça, avec un style qui était un peu entre deux, entre du réaliste et du un peu, alors, pas cartoon, mais quelque chose d'un peu plus sympathique, on va dire. J'étais déjà un petit peu influencé par mon collègue et ami Jean-Baptiste Monge, qui est un illustrateur breton et qui fait beaucoup dans la féerie, notamment. Et du coup, voilà, j'ai essayé d'infléchir mon style vers quelque chose d'un peu plus... un peu moins comics en fait. Ouais. Et du coup, je lui envoie mes recherches et il m'a dit c'est super, mais en fait, plutôt que de faire du Conte du Corrigan, non, je dis une bêtise. Alors, pardon, il faudra couper. C'est pas vrai. Il a montré ma planche à l'éditeur, donc à Mourad Boudjelal à l'époque, et c'est l'éditeur qui lui a dit c'est bien, mais en fait, plutôt que dans les Contes du Corrigan, je préférais qu'il fasse un album. D'accord. C'est exact. Enfin, de mémoire, c'est ce qui m'a été rapporté. Et du coup, c'est là où Jean-Luc Istin et François Desbois se sont mis à écrire ce qui est devenu le Grimoire de Féerie. On a fait, il m'a écrit des planches, j'ai fait un test, on l'a envoyé à l'éditeur, il a dit banco, on y va. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Donc, du coup, c'est vouloir postuler à une série qui finalement m'a fait aller vers autre chose, qui a été à l'origine de ce style-là, plus cartoon, plus coloré, plus peut-être grand public que les comics en fait. Un style peut-être plus adulte ou plus réaliste, on va dire. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que ma connaissance anatomique de l'époque, c'est-à-dire construire par exemple un visage, les règles elles pouvaient être infléchies, et avec les mêmes règles de construction, on pouvait soit faire un style un peu réaliste, soit faire des choses beaucoup moins. Et ce qui m'a servi, ce qui me sert toujours pour faire des choses, on va dire, plus dans la communication, dans la pub, où il faut plus s'adapter en fait à quelque chose de plus abordable par un grand public. Et donc c'est ça qui me permet en fait de changer un petit peu de style, avoir une casquette un peu plus réaliste, une casquette un peu plus cartoon, un peu plus colorée, un peu plus sympathique, un peu plus souriante, un peu moins, voilà. Donc c'est finalement la base graphique, c'est la même, c'est juste que je joue sur les volumes et sur les expressions que peuvent prendre les personnages. Et après évidemment la deuxième étape, c'est la manière dont on va aborder le trait, que ce soit avec un style, avec un trait plus comment dire, tendu, ou des lignes plus arrondies.
sur les couleurs aussi, avec des couleurs plus sombres ou plus clair, unies, ou plus colorées, plus saturées, on va avoir des approches différentes et des impressions très différentes aussi sur ce que le lecteur va ressentir, quoi. Donc voilà, donc j'ai effectivement un peu plusieurs casquettes, et entre deux, j'arrive à aller plus vers l'un, plus vers l'autre, en fonction du projet. Un style plus réaliste sur Rapidity, ça n'aurait juste pas marché. Eh bien écoute, je te remercie beaucoup, je te remercie infiniment pour ton accueil, ta gentillesse, et puis voilà, tout le temps que tu as consacré à ma chaîne, et c'est vraiment chouette. Bah, merci à toi d'être venu, de m'avoir invité. Donc, tu m'as invité chez moi, mais tu m'as quand même invité à venir chez toi. C'est ce que Anga m'a dit l'autre jour aussi, tu m'as invité, mais chez moi. J'ai trouvé la formule super. Ouais. Et bah, merci beaucoup. D'ailleurs, Anga, je te fais des gros bisous, parce que c'est grâce à toi si je me suis permis de contacter Jean-Marie. Donc merci beaucoup, Anga, et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Et bien voilà, la vidéo est déjà terminée, donc je vous rappelle que vous avez la première partie qui est visible sur la chaîne, hein. Vous pouvez aller directement, d'ailleurs à la fin de cette vidéo, vous allez avoir le lien pour aller sur la première partie. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue, car c'est très intéressant, on parle de plein de trucs, aussi bien de bande dessinée que de jeux de société, et Jean-Marie est vraiment quelqu'un de passionnant à écouter, et voilà, je vous conseille vraiment d'aller la voir. Ceci dit, je vous dis à bientôt, donc la semaine prochaine, pour peut-être une explication de jeu à venir, et donc je vous fais plein de boujous, et puis c'est parti, à bientôt, ciao, et surtout, tu joues ou quoi?